Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources documentaires. C'est toujours vraiment fascinant d'extraire des concepts qui peuvent concrètement changer notre quotidien. Bonjour, oui, surtout le document qu'on aborde aujourd'hui. C'est un sujet qui touche absolument tout le monde. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un livre super intéressant, c'est... La gestion de la colère pour les nuls. C'est écrit par Laura L. Smith, une psychologue clinicienne. Tout à fait. Et l'approche est vraiment rafraîchissante. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer une idée qui peut paraître, enfin presque contre-intuitive au début. L'idée que la colère, c'est pas une fatalité, c'est pas un trait de caractère gravé dans le marbre. Ni une maladie chronique qu'il faudrait guérir à tout prix, d'ailleurs. C'est plutôt une émotion, certes complexe, mais surtout très malléable. Et par ricochet, de sa santé mentale. Bon, décortiquons un peu tout ça, hein, parce que ça prend pas mal de distance avec le fameux il suffit de respirer un grand coup». C'est une distinction fondamentale, ouais. Dès le début du texte, le cadre analytique posé est très différent de la psychologie de comptoir habituelle. On nous invite à voir l'expression de la colère non plus comme un réflexe inévitable, mais comme un choix. Un choix, c'est fort comme mot. Très fort. Le postulat, c'est que choisir sa réaction face à une contrariété, ça devrait relever de la même mécanique que de choisir sa chemise le matin. C'est dingue quand on y pense. Mais du coup, l'émotion brute, l'étincelle de départ, on est d'accord qu'on la contrôle pas vraiment. Non, bien sûr. L'étincelle surgit spontanément. La première décharge hormonale est automatique. Mais c'est ce qu'on décide d'en faire dans la seconde qui suit qui compte. C'est là que réside la décision consciente. Ça redonne un pouvoir d'action immense à ceux qui nous écoutent. On passe de « je suis colérique, j'y peux rien » à « j'ai l'habitude d'exploser, mais je peux choisir un autre outil ». Exactement. Ce changement de paradigme est super déculpabilisant. L'autrice le dit très bien. On a le droit de ressentir de la colère. C'est un signal d'alarme de l'organisme. Ouais, c'est une énergie en fait. C'est ça. Physiologiquement, c'est une poussée d'adrénaline, le cœur s'accélère, le foie libère du glucose pour donner de l'énergie aux muscles. C'est l'évolution qui a conçu ce stimulant. Et si on canalise cette énergie de façon constructive, genre pour trouver le courage de quitter un job toxique ou de s'opposer à une injustice, ça devient un vrai moteur. Mais la frontière est fine. Et c'est là que l'analyse fait une séparation très nette entre réagir et répondre. Ah oui, réagir versus répondre. Ce qui est fascinant ici, c'est la distinction entre le réflexe et l'intention. Réagir, c'est laisser le cerveau primitif aux commandes. C'est impulsif, c'est la réponse archaïque de combat ou de fuite. Les mots dépassent la pensée, c'est souvent destructeur. Et répondre alors? Répondre, ça fait appel au cortex préfrontal, la zone de l'analyse et du contrôle. Ça demande d'insérer juste une fraction de seconde de réflexion entre le stimulus et l'action. Mais c'est pas facile, parce qu'il y a plein de croyances tenaces qui nous poussent à réagir. Le mythe le plus répandu, et je suis sûr que plein de gens se reconnaîtront là-dedans, c'est de se dire « c'est grâce à la colère que les gens m'écoutent ». L'avidité et la colère donnent de l'autorité. C'est l'argument numéro 1 pour justifier l'agressivité au bureau ou à la maison. Et pour démonter ça, la source propose une analyse coût-avantage. J'ai trouvé ça redoutable. Redoutable pour l'ego, oui. Parce qu'à très court terme, c'est vrai, crier peut forcer l'obéissance de quelqu'un. Le cerveau se dit « super, ça marche ». Le fameux bénéfice immédiat. Mais à long terme, c'est un désastre. Un désastre systémique. Les coûts d'une colère chronique sur la santé sont ahurissants. Hypertension artérielle, risques cardiovasculaires, épuisement immunitaire, sans compter l'alcool ou le tabac qu'on utilise pour faire redescendre la pression. Et socialement parlant, les relations se désintègrent. Les gens n'obéissent plus par respect, mais par peur. Ça crée un ressentiment énorme qui finit toujours par exploser au visage de la personne colérique. C'est pour ça que comprendre l'approche cognitivo-comportementale, ou TCC, est vital. Ça permet de stopper cet engrenage. Justement, plongeons là-dedans. L'approche TCC s'attaque à la racine. Il y a une citation du philosophe Épictète dans le texte que j'adore. Il dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur elles. C'est le pilier de tout le modèle. Événement, suivi de la pensée, puis de l'émotion. L'erreur classique, c'est de croire que l'événement crée directement l'émotion. » Genre, mon collègue me critique, dont je suis en colère. Voilà. Sauf qu'entre l'événement et l'émotion, il y a un filtre invisible qui agit à la milliseconde. C'est notre interprétation de la situation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le livre donne l'exemple du distributeur automatique. Imaginons, on met une pièce dans la machine, on appuie, et rien ne tombe. La machine garde l'argent. Le grand classique frustrant. Grave.
À cet instant, si ma pensée automatique, c'est «cette machine m'en veut, l'univers entier s'acharne sur moi, on se fout de ma gueule», et alors là, c'est la rage absolue. J'ai envie de frapper la machine. Parce que le cerveau analyse cette pensée comme une attaque directe. Exactement. Mais face au même événement, si ma pensée c'est juste «bon, c'est relou de perdre 1 euro, mais sur l'échelle des problèmes de la vie, c'est un niveau 3», bah, l'émotion redescend direct. C'est juste un agacement passager. Cet exemple illustre deux biais cognitifs majeurs. Le premier, c'est le filtrage mental. On fait un effet tunnel sur le négatif en oubliant tout le reste du contexte. Et le deuxième biais? La divination, c'est le fait de croire qu'on peut lire dans l'esprit d'une machine ou pire dans l'esprit des autres. On prête des intentions malveillantes là où il n'y a souvent qu'un hasard ou une maladresse. C'est tellement vrai, on prend tout personnellement. Le document illustre ça avec une partie de poker entre deux amis, Jonathan et David. Ah oui, l'histoire de la partie de cartes. C'est ça. David est un joueur moyen, mais ce soir-là, il a une chance insolente. Il gagne toutes les mains. Jonathan, qui perd tout, finit par craquer et lui lance «Combien de cartes t'as planqué dans ta manche, au juste?» La petite pique sarcastique typique. Et c'est dans le silence qui suit cette phrase que la mécanique se déclenche dans la tête de David. C'est son interprétation qui va tout dicter. S'il tombe dans la divination, il va se dire « Jonathan veut m'humilier devant tout le monde, il dit que je suis incompétent ». Et là, l'ego prend le coup. Ça génère de l'insécurité, puis de la colère, et la soirée est foutue. Mais l'autrice explique que David a une autre option. S'il restructure sa pensée, il peut contourner le piège. Il peut très bien se dire « Jonathan déteste perdre ». Sa pique, c'est juste l'expression de sa propre frustration. Et en plus, on sait tous les deux que j'ai juste de la chance ce soir. En changeant de perspective, la menace s'évapore. L'émotion devient presque de l'amusement face à la mauvaise foi de son pote. C'est la preuve qu'on peut reformuler nos pensées. Mais on va pas se mentir, c'est super choix à faire sur le moment. Ah, c'est extrêmement difficile. Surtout que quand la colère monte fort, on subit ce qu'on appelle un détournement de l'amygdale. Le cerveau rationnel est littéralement court-circuité. Donc on peut plus raisonner. Voilà. C'est pour ça qu'avant de vouloir philosopher, il faut d'abord stopper l'hémorragie chimique, gérer l'urgence. Parce qu'une émotion, si on ne l'alimente pas, ça dure que 5 à 10 minutes en termes purement chimiques. Juste 5 à 10 minutes. Et pour tenir pendant ce laps de temps, la source donne une trousse de secours comportementale. J'adore cette technique, c'est l'astuce du bonbon. Le fameux candy trick en anglais. Une astuce très pragmatique, oui. En gros, quand la vague monte et qu'on sent qu'on va déraper, on se met un bonbon dur dans la bouche. Et la règle d'or, attention, c'est qu'il ne faut surtout pas le croquer. Il faut le laisser fondre lentement. Ça soulève une question importante sur notre biologie, en fait. Parce que ça paraît bête, mais c'est très sérieux scientifiquement. Comment un bonbon peut calmer une crise de rage, en gros? Plusieurs leviers. Déjà, la succion lente nous ramène au réflexe d'apaisement du nourrisson. Ça envoie un signal de sécurité très profond au système nerveux. Ensuite, le sucre libère des neurotransmetteurs liés au plaisir. C'est l'antithèse chimique de l'adrénaline et du cortisol. Et le côté mécanique aussi, non? C'est peut-être le plus efficace. Se concentrer pour ne pas croquer le bonbon et avoir la bouche pleine, ça empêche physiquement d'articuler vite. C'est très compliqué d'escalader dans la violence verbale ou de hurler des insultes quand on a un bonbon qu'on essaye de ne pas avaler. C'est un coupe-circuit génial. Et ça rejoint d'autres comportements anticolères dont parle le livre. Agir à l'opposé exact de ce que notre corps réclame. C'est le principe de la dissonance cognitive. Il y a l'exemple du sourire de la Joconde. Esquisser un tout petit sourire quand on bouillonne à l'intérieur. Ou parler délibérément plus lentement. Marcher doucement. Le cerveau observe constamment notre corps pour valider une émotion. S'il a lancé une alerte rouge, mais qu'il voit que notre visage est détendu, avec un léger sourire, que notre respiration est lente, il fait face à une contradiction. Et il se dit, bon, il n'y a peut-être pas de danger en fait. Exactement. Il finit par stopper les hormones de stress pour s'aligner sur la physiologie du calme. C'est du pur piratage de notre propre système nerveux. Bon, on a calmé la tempête intérieure, mais il reste souvent la tempête extérieure. L'autre personne, le conflit, le document s'attaque aux disputes circulaires. Les fameuses disputes en mode ping-pong. Voilà. Le « si je n'ai pas fait ci, c'est parce que tu as dit ça ». Et l'autre répond « je ne l'aurais pas dit si tu avais fait ci ». C'est stérile. L'ego prend le volant et on cherche juste à ne pas céder un millimètre. Pour imager ça, l'allégorie de la dépanneuse et du Grand Canyon dans le texte est brillante. Ah oui, visuellement, c'est marquant. On s'imagine au bord du précipice, du Grand Canyon, on tient une grosse corde. Et de l'autre côté du ravin, la personne avec qui on s'embrouille a attaché l'autre bout de la corde à une énorme dépanneuse. Une dépanneuse qui recule. Une dépanneuse qui recule vers le vide. La corde se tend. On est tiré vers le précipice. Notre ego hurle de tirer plus fort pour prouver qu'on a raison. Mais comment on gagne face à une dépanneuse ?
La seule façon de ne pas tomber dans le ravin, c'est de lâcher la corde. Lâcher la corde, c'est puissant. Dans une dispute circulaire, continuer à argumenter pour forcer l'autre à admettre ses torts, c'est accepter de se faire traîner dans le vide. Le problème, c'est que l'ego associe le fait de lâcher la corde à une défaite ou une soumission. Alors que pas du tout. Non, c'est un acte de préservation. Il n'y a aucune obligation de participer à toutes les disputes auxquelles on est convié. On peut juste dire « je vois qu'on ne sera pas d'accord, inutile de s'épuiser, je mets fin à la discussion ». Bon, ça demande un détachement de malade quand même. Parce que souvent même quand on quitte la pièce, on refait le match sous la douche. La fameuse rumination différée. Et c'est là que la pleine conscience intervient. Il ne faut pas lutter contre ces pensées résiduelles, il faut les observer sans jugement, comme des nuages sombres dans le ciel. On les regarde passer sans s'y accrocher. C'est le désamorçage. Accepter de mettre de côté son besoin maladif d'avoir raison à 100%. Concédons une petite part de vérité à l'autre. Ça fait chuter la tension instantanément et ça sauve la relation. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on résume un peu cette plongée documentaire. La colère est une énergie pure. Sans intention rationnelle, elle nous détruit de l'intérieur et grille nos relations. Mais on a les outils pour la dompter. Le sourire de la Joconde, l'astuce incroyable du bonbon pour court-circuiter l'agressivité et surtout la capacité de lâcher la corde. Ce sont des pépites. Mais avant de se quitter, tu voulais aborder une dernière réflexion tirée des sources qui retournent un peu le cerveau. Oui, le renforcement superstitieux. C'est un concept fascinant. Souvent, les gens associent leur colère au fait d'avoir résolu un problème. Genre, j'ai hurlé au service client et par magie, mon dossier a été débloqué. Voilà, soit par hasard, soit parce que l'employé a eu peur. Et le cerveau crée un raccourci erroné. Il se dit « mon explosivité est mon arme secrète pour survivre dans ce monde et obtenir ce que je veux ». Un biais de confirmation totale. Totalement. Et la question posée à ceux qui nous écoutent, c'est de se demander « et si cette croyance n'était qu'une vulgaire superstition ?» C'est clair. Imaginez toute cette énergie monumentale brûlée dans la tension et l'hostilité. Et si on l'avait utilisée de manière infiniment plus douce, plus stratégique et finalement beaucoup plus productive? C'est une réflexion finale qui donne vraiment à cogiter. Franchement, c'était un échange hyper riche. J'espère que chacun gardera l'astuce du bonbon et la corde du Grand Canyon en tête lors de sa prochaine tempête émotionnelle. Je l'espère aussi. Ça change la vie. Merci pour toutes ces analyses très pointues. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de nos sources. Prenez soin de vous.